Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h. Deux experts nous éclairent sur les mystères des marchés financiers, en tout cas ce qui se passe, comment investir en ce début d'année. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril Collet, le directeur de gestion Action chez CPRM. Bonjour Cyril. Et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associés. Bonjour Joseph. Messieurs, ce matin, on parle pour démarrer d'assurance vie, les rendements qui sont à la baisse, à la peine, ça se réduit comme peau de chagrin, bon, sans surprise, hein, pas de miracle du côté des assureurs. Les taux baissent, hein, les taux des obligations, des placements très sécurisés qui sont en plus obligatoires quasiment pour ces banques assureurs. Du coup, les rendements pour cette année vont tourner sur le fonds en euros, c'est-à-dire la partie sécurisée de votre contrat d'assurance vie, autour de 2,25%. C'était 2,50 en 2014. La baisse est-elle inexorable, Cyril ? Quand on sait que leur portefeuille est investi à 80% ou autour d'eux dans des obligations d'État, on va considérer que c'est cette indexation-là qui pèse sur leur rendement. Ça doit pousser les gens peut-être à sortir un petit peu du fonds en euros pour aller vers les UC, faire un peu plus leur allocation, prendre des paris un peu plus risqués pour aller chercher du rendement. Mais sinon, oui, on a quand même tendance à penser que c'est les taux de rendement obligataires long terme qui vont indexer le rendement des assurances vie. On a évidemment les rendements qui sortent les uns après les autres. Alors ceux qui communiquent le plus vite, ce sont ceux qui ont des rendements assez bons, notamment du côté de l'affaire, qui est la plus grosse association d'épargnants. On sera au-dessus de 3%, 3,05%. Ça se fait grâce au mécanisme aussi des réserves, hein, des provisions qu'ils ont pu faire les bonnes années. On bonifie ce taux, même si sur le fondamental, c'est plutôt à la peine. Oui, on peut utiliser les réserves, on peut aussi faire de la diversification hors marché obligataire avec, on voit que c'est les dernières années quand même, les marchés actions, les hedge funds, l'immobilier, enfin il y a moyen de un petit peu booster ce rendement uniquement obligataire, mais c'est vrai que ça dépend de l'allocation qui a été faite au sein de l'assureur vie et ça met en compte effectivement un risque de marché supplémentaire par rapport à celui qui est le risque naturel du risque obligataire. Va-t-on vers un scénario à la japonaise, Joseph Alfonsi, c'est-à-dire des taux très bas, très longtemps, ce qui fait que mécaniquement, on était à 4,5%, on est aujourd'hui à 2,5%. Est-ce que dans 4-5 ans, on pourrait être autour de 0% sur ces contrats fonds en euros d'assurance vie ? Alors tout va très vite sur les marchés. Donc aujourd'hui, on est dans une phase d'abaissement tendanciel des taux depuis, on va dire, 20-25 ans, et ça touche à sa fin. C'est-à-dire que cette ère est révolue. 2015 a commencé à être un petit peu douloureux pour les portefeuilles. Lorsqu'on voit par exemple les performances obligataires, des indices obligataires gouvernementaux, en zone euro notamment. Donc oui, il va falloir, de toute façon, c'est un défi qui se pose à l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs, comment trouver un moteur de substitution à ce moteur taux qui a été le socle de la performance, notamment des fonds diversifiés au cours de ces 10 dernières années notamment, comment trouver un moteur de substitution au prix d'un risque acceptable, puisque, comme le disait monsieur, effectivement, on peut diversifier, mais le risque n'est plus le même. Alors ça serait évidemment vos affaires. Vous gérez des fonds qui sont plutôt investis sur les actions, ou du moins diversifiés. Le problème, c'est qu'au niveau du risque, le début d'année n'incite pas vraiment à sortir de son contrat sécurisé, qui ne rapporte pas beaucoup, mais qui rapporte, contre une bourse, sur le CAC 40, on est à moins 6% en quelques jours. Oui, alors après, il faut quand même prendre en compte le risque, ça c'est sûr, mais surtout l'horizon de placement, c'est-à-dire qu'on est quand même sur de l'investissement très long terme. Ce n'est pas des choses dont on mesure la performance à la semaine, enfin j'espère, parce que sinon effectivement on peut se faire très peur. On continue à penser chez CPR que l'année 2016 va être une bonne année pour les marchés actions. Maintenant, c'est vrai qu'elle sera encore plus volatile que l'année 2015. Qu'il va falloir raison garder, qu'il va falloir avoir des positions assez claires, plutôt long, actions euro et japonaises, un petit peu d'États-Unis, et on verra les émergents dans la deuxième partie de l'année. Mais en dehors de cette allocation-là, il faut avoir en tête qu'effectivement, les mouvements peuvent être très très forts sur les marchés actions, puisqu'il va y avoir un petit peu moins de liquidité avec moins de Fed, et parce que les intervenants sont quand même assez joueurs, puisque là, le phénomène de la première semaine, c'est typiquement une attaque de devise sur le yuan en Chine, qui s'est soldé par, entre guillemets, pour l'instant, au premier round, la PBOC qui a dit, on arrête le jeu parce que c'est moi qui vais... La Banque centrale chinoise. La Banque centrale chinoise, qui a repris la main en disant, attendez, on va dévaluer tranquillement, mais à mon rythme à moi et pas au vôtre. Oui. Donc voilà, il y a toujours eu de la spéculation sur les marchés actions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le seul qui offre un rendement relativement acceptable, c'est les actions et le crédit long terme, crédit high yield dans certains cas aux États-Unis, même si ça a été chaud aussi en fin d'année dernière, et puis un peu digé sur la partie euro, parce que même si le taux est un petit peu
moins fort, il y a un peu moins de risques, il y a beaucoup moins de volatilité. Et donc tout le monde est très, je dirais, à l'affût, mais sur le même actif. Donc en tout cas, vous n'êtes pas fondamentalement inquiet sur la situation, ce début d'année pénible en tout Non, cas, pour l'instant c'est très volatile, c'est vrai, mais il n'y a pas de dégradation des attentes de bénéfices, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon. On est même plutôt vers une convergence. On devrait avoir en 2016 autour de 8-9% sur les pays développés de croissance de bénéfices, ce qui est quand même correct. Alors c'est un peu moins bon pour nous que l'an dernier, mais enfin l'an dernier en zone euro, Europe, enfin surtout euro, pardon, c'était une année vraiment très exceptionnelle. Donc à ce stade, pas d'inquiétude, ça va prendre du temps en Chine. Pour l'instant, côté Fed, on va voir comment ils vont réagir au mouvement, mais si les marchés se calment, et surtout, puisque pour moi c'est l'épée de Damoclès sur cette année, c'est vraiment la stabilisation du prix du pétrole et des matières premières. C'est ça qu'on attend pour se dire, ok, 2016 sera une belle année. Pour l'instant, on est toujours dans une chute de la baisse du pétrole. Bon, hier, il a touché à peu près les 30. Il paraît qu'à 30, le PEP se réunit, donc on espère qu'ils vont se voir assez vite. Même si, globalement... Ouais, mais le leader, l'Arabie Saoudite, a dit non, bon, pas avant juin. Les effets commencent à porter, enfin, cette politique de Riyad commence à porter ses fruits, c'est-à-dire les pétroles de schiste américains ont quand même pris un sacré coup. Il y a beaucoup de puits qui ont fermé, de sociétés sûrement qui vont mettre la clé sous la porte, et ça pose des problèmes sur, justement, vous en avez parlé, le crédit high yield, ce fameux haut rendement. On a pris des risques aujourd'hui, certains commencent à s'en mordre un peu les doigts. On fuit cette classe d'actifs, Joseph, c'est vrai qu'il y a des turbulences sur le high yield. C'est un des risques aussi principaux de ce début d'année. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène de contagion? Je dis ça parce que, souvenez-vous, en 2007-2008, on avait commencé par un secteur très risqué, c'était le subprime, on en faisait un tout petit peu, puis finalement derrière c'était une sacrée bulle qui a explosé. Est-ce que ça peut être, parce qu'on peut avoir la même ampleur, ça commence sur le high yield et puis ça se déporte sur le marché obligataire en général? Il faut toujours être prudent en la matière, puisque, comme vous venez de le dire, on a des exemples par le passé qui montrent que les phénomènes de contagion peuvent s'opérer, alors même que on n'y croyait pas forcément. Là, en ce qui concerne le high yield, moi je ne suis pas spécialiste, mais je regardais un petit peu ce qui se passait l'année dernière en fin d'année, c'est surtout venu des États-Unis, et notamment des secteurs pétroliers qui ont, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, qui ont souffert avec des perspectives de taux de défaut, des taux de défaut, des perspectives de taux de défaut en croissance. Après, ce qu'il faut dire également, c'est que paradoxalement, cette dépréciation du secteur high yield lui a redonné un petit peu d'élan, puisque de mémoire, en fin d'année, on était revenu sur le high yield américain sur des rendements de 8%. Ce qui redonne un petit peu de souplesse à cette classe d'actifs. Pour autant, ça reste une classe d'actifs risquée qui très souvent effectivement évolue en fonction un petit peu des paramètres actions. Donc comme on l'a dit, le marché action est très volatile, très incertain pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire incertitude sur la Chine, incertitude sur le rythme de normalisation monétaire aux États-Unis. Donc tout ça va faire qu'effectivement, normalement, on devrait conserver une classe d'actifs actions volatile. Malgré tout, si on prend un peu de recul, aujourd'hui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire l'acteur économique le plus sain, ça reste l'entreprise. L'entreprise est capable de créer de la richesse. L'année dernière, on a eu des progressions de résultats un petit peu inverses entre les États-Unis et l'Europe, puisqu'aux États-Unis, en Europe, on a une progression de résultats de chiffres, alors que pour la première fois, après 6 années de croissance des profits aux États-Unis, on a eu une légère contraction. Cette année, on attend, comme on le disait, des progressions de résultats conformes à ce qu'on observe sur les tendances de longue période. Donc, dans un contexte économique où il y a de l'expansion, c'est-à-dire aux États-Unis, on a de l'expansion, en Europe, on a une reprise graduelle de l'activité, où certes en Chine, ça va ralentir, mais les autorités font ce qu'elles peuvent pour assurer ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. Dans un contexte où les résultats ne s'effondrent pas, il n'y a aucune raison objective, hors événements exogènes et exceptionnels, que les marchés d'actions ne s'inscrivent pas dans une logique de progression. Ça veut dire que cet épisode-là chinois d'évaluation du yuan, qui ressemble quand même très fortement à ce qu'on a vécu en été, même exagération, même excès finalement, et peut-être un rebond derrière comme on a connu en septembre-octobre? Je pense que c'est un peu différent de ce qui s'est passé cet été. Cet été, la Banque centrale de Chine a dit « Ok, le dollar va continuer de s'apprécier, seulement quand il s'apprécie contre l'euro, il s'apprécie encore plus contre un panier de devises émergentes, et pour nous, ça suffit. » Il ne faut pas oublier qu'après la crise financière, le dollar a été dévalué d'à peu près 40%.
De fin 2012 à 2014, le yen a été dévalué de 40% et il est hors de question. Le won coréen a perdu quasiment 25 à 30% également. Il ne faut pas oublier que dans la guerre commerciale en Asie, c'est le yen contre le won contre le yuan. Et le yuan ne peut pas continuer à s'apprécier contre les autres devises des pays émergents. Donc c'est juste ça. Donc ça, c'est le décrochage d'août. Ce qui se passe en début d'année 2016, c'est la Banque centrale de Chine qui dit non, mais on est encore un peu cher, on va dévaluer encore un tout petit peu si jamais le dollar continue de s'apprécier contre l'euro et contre les autres devises émergentes. Mais surtout, il y a eu beaucoup de spéculation autour de cette baisse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus une attaque entre guillemets un peu classique sur les devises et tout le monde s'est dit sur la partie action, oh là là, c'est vrai qu'en général quand le yuan perd 1%, le prix des matières premières en dollars perd 0,60, c'est je pense une stat que tout le monde a vue ces dernières semaines. Donc on s'est dit si les matières premières continuent de baisser, c'est de la désinflation importée qui va arriver en Europe, qui va arriver aux États-Unis, ça va bloquer la Fed dans son programme de normalisation et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y avait de l'anticipation. Stabilisation de yuan ou une baisse plutôt orchestrée au rythme de la Banque centrale de Chine. Stabilisation du prix des matières premières, on en rêve, je le redis, je suis désolé, mais pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante. Ouais. Et après, 2 hausses de taux, je ne sais pas sur quel rythme vous êtes, 2 hausses de taux, 3 hausses de taux. Nous, Philippe Weber, patron de la stratégie chez nous, il est plutôt sur 4 hausses de taux, même s'il convient aujourd'hui que ça pourrait être un tout petit peu moins en fonction des éléments exogènes. Voilà, on est dans un cycle de normalisation d'un côté, on est toujours dans un cycle de aide de la BCE à l'économie européenne. Donc normalement, ça devrait plutôt correctement se passer aux effets volatilité près qui sont relativement imprévisibles et puis qui, à partir du moment où on va avoir de moins en moins de présence des banques centrales, vont redevenir finalement assez naturelles. On a tendance à dire depuis 6 mois, la volatilité repart, c'est complètement dingue, c'est grave, c'est grave. Non, c'est juste que pendant 4 ans, il y a eu un couvercle sur la marmite, que ce couvercle est en train de se retirer progressivement, pas encore chez nous, mais la Fed étant tellement présente sur l'ensemble des marchés. Donc voilà, c'est juste une sorte de retour à la normale. Le rôle des banquiers centraux face à la chute des marchés, pour l'instant étonnamment calme, on va dire. Il n'y a pas eu de grandes déclarations. C'est pas assez grave. Qu'est-ce que vous anticipez? Non, mais il faut quand même revenir à la mission et au rôle des banques centrales. Ce ne sont pas les gardes-chiourmes des marchés. Normalement. Mais on l'a cru pendant longtemps. Alors les marchés acheteurs en dernier ressort adorent y croire et veulent toujours y croire. La preuve, la dernière intervention de Mario Draghi qui a donné lieu à une déception quand même assez spectaculaire, alors même que finalement, au bout du compte, Mario Draghi a délivré peu ou prou ce qu'on était décemment en droit d'attendre. Mais les marchés, ça ne leur a pas suffi. Donc les marchés veulent croire à ça. Mais les banques centrales, elles ont une mission. Ils sont accros à la pompe Les banques centrales ont une mission, un rôle à jouer. Elles essayent de jouer cette partition de manière assez prévisible. Mais par exemple, pour revenir à ce qu'on disait, là on voit bien en l'espace d'une semaine, quand vous prenez les déclarations des différents banquiers centraux, je prends simplement aux États-Unis, on a eu Stanley Fischer qui est le vice-président et le président de la Fed de San Francisco qui se sont prononcés pour finalement un resserrement monétaire en 4 temps sur l'année 2016. Et puis à côté de ça, vous avez le président de la Fed de Dallas et vous avez également Denis Lockhart qui, eux, se disent « Oh là là, compte tenu de l'accentuation des pressions désinflationnistes en provenance de Chine des matières premières, on ne sera vraisemblablement pas en mesure de resserrer autant qu'on le voudrait la politique monétaire. » Donc il y a une cacophonie au sein même de la Fed. Et pour cause, parce que les uns les autres attendent d'y voir un peu plus clair pour se prononcer. Donc cette cacophonie, on va la retrouver en termes d'incertitude sur les marchés et ça va continuer à animer évidemment de ce point de vue-là les marchés en fonction du rythme de resserrement que les marchés vont jouer ou pas. Plus d'incertitude, plus de volatilité. On peut se demander même si à chaque prise de parole et chaque remontée des taux, surtout s'il y en a 4, eh ben on va avoir ces à-coups sur le marché. C'est probable. On va en parler dans une minute et surtout on va demander à nos deux experts où investir en 2016, quels sont leurs secteurs ou leurs zones géographiques préférées. Ça sera dans la suite du débat sur Direct Gestion. À tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad
Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.